pouvez partager à un pote ou à une copine à qui vous pensez que ce live pourrait plaire. Donc, comme d'habitude, on va passer 30 minutes ensemble. Donc, comme vous le savez, je suis hyper ponctuel et on va durer jusqu'à 17h30 et je vais répondre aux commentaires de 7 articles. Donc, article, alors attendez, mais décidément, moi, aujourd'hui, je suis pas... Voilà, c'était les 5 choses devenues inacceptables dans les entreprises de nos jours. Donc, c'était l'article de la semaine dernière. Il y a eu quelques commentaires assez intéressants, je dois dire. Donc, à chaque fois que vous commentez mes articles, je peux vous dire que ça me fait incroyablement plaisir. Ah, là, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient d'Haïti, donc il va y avoir une petite épingle rouge en plus. Donc, dites-moi si vous êtes en train d'arriver, où vous vous trouvez. Alors, les amis, visiblement, il y a des gens qui ont de l'écho, d'autres non. Donc, ça ne vient a priori pas de chez moi, donc je ne peux rien faire. Désolé pour celles et ceux qui auraient de l'écho. Donc, les 5 choses qui sont devenues inacceptables en entreprise. Donc, j'ai écrit cet article parce qu'il me semblait qu'on vivait une période vraiment de transition. Alors, bien sûr, il y a plein de choses d'autres qui sont inacceptables. J'aurais pu parler du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, ce genre de choses qui sont fondamentales, bien entendu, mais j'ai dû choisir, et donc j'ai choisi 5 éléments. Le premier, c'est ne pas gérer, une entreprise n'a pas le droit de ne pas gérer l'équilibre vie privée, vie professionnelle. En deuxième, n'a pas le droit de ne pas s'occuper d'inclusion et d'égalité. La troisième chose, c'était de ne pas avoir de valeurs fortes et qu'elles défendent. La quatrième, de ne pas donner de télétravail. Je crois qu'aujourd'hui, bon, là on est confiné, donc forcément, pour beaucoup... Tiens, d'ailleurs, dites-moi si vous êtes en télétravail, faites un point comme ça. Vous savez, en bas de votre interface, vous devez avoir les icônes LinkedIn. Donc, si vous êtes en télétravail, vous faites un point comme ça. Si vous n'êtes pas en télétravail et vous travaillez normalement, vous faites comme ça. Et donc, le 5e point, c'était ne pas avoir le droit de ne pas libérer la parole de ses salariés. Donc, ces éléments, ça me semble vraiment être les 5 éléments absolument fondamentaux des entreprises. Et donc, vous avez fait des commentaires et je vais essayer d'y répondre autant que faire se peut. Le premier commentaire, c'est un commentaire de Benjamin. Alors, je suis obligé de lire le commentaire parce que je n'apprends pas. Je choisis généralement 9-10 commentaires et je ne peux pas les apprendre par cœur. Alors, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à partager et à dire où vous habitez. Le premier commentaire, c'est un commentaire de Benjamin qui dit « Pour aller dans son sens, la crise sanitaire a bouleversé les pratiques organisationnelles et plutôt qu'espérer un improbable retour à la normale et de décrire les processus de résilience mis en œuvre, nous devons nous intéresser au changement durable de trajectoire. » Alors, Benjamin, c'est un peu compliqué son commentaire, j'ai dû le relire 2-3 fois avant de tout comprendre, mais j'ai bien compris. Et en fait, ce qui est fondamental, vous allez avoir 2 catégories de gens et d'entreprises en ce moment. Vous allez avoir les personnes qui vont regarder dans le rétroviseur et qui vont dire « Oh, on aurait dû faire comme ci, on aurait dû faire comme ça. Ah, si on avait fait ça, ça aurait été mieux. » Bref, qui vont regarder en arrière, dans le rétroviseur. Il y en a d'autres qui vont regarder par le pare-brise, droit devant. Donc déjà, vous regardez la taille d'un rétroviseur et la taille d'un pare-brise qui est énorme. On a une vue plus large. Et surtout, on va de l'avant. Vous remarquerez que pour aller de l'avant, si vous regardez sans arrêt dans le rétroviseur, la probabilité que vous preniez un mur ou un arbre est quand même assez forte. Donc, effectivement, il faut regarder devant et arrêter de regretter le monde d'avant. Il y a eu un autre commentaire d'ailleurs dont on parlera tout à l'heure qui parlait de ça et qui disait « Ah, c'était mieux avant ». Je crois fondamentalement que « Ah, c'était mieux avant », ben non, ça ne fonctionne jamais. Je vous donnerai quelques éléments, et même si on est confiné, même s'il y a le Covid, il ne faut pas raisonner comme ça. Mais le côté, ça fait un peu péremptoire de dire ça, il ne faut pas. Non, c'est pas. Je vous donnerai des vrais arguments dans quelques minutes. Le deuxième commentaire, c'est un commentaire de France qui dit « Nous évoluons tous les jours. Dans les organisations, cette évolution peut prendre un peu plus de temps et la crise que nous traversons accélère de fait la nécessaire évolution des entreprises et redistribue les cartes. Un moment qui peut paraître difficile, et l'est, mais au final, une formidable opportunité de changer. » Alors, merci France pour ce commentaire, parce qu'en fait, je suis profondément convaincu que... alors, il y a encore des commentaires sur l'écho. Tout le monde n'a pas d'écho, donc visiblement, il y a un problème de diffusion derrière. Chez vous, ça vient pas de mon système, j'ai checké.
Donc, désolé pour celles et ceux qui ont de l'écho, pardon. Donc oui, je disais, la crise est un accélérateur. Je ne crois pas qu'on ait découvert des choses. Par exemple, là, pour celles et ceux qui sont en confinement, je crois que d'ailleurs, on doit être quelques pays qui ont reconfiné. Ça a accéléré, mais on ne découvre pas le télétravail. Il y avait déjà du télétravail avant la pandémie. Et en fait, ça va accélérer de fait, parce que là, tout le monde est censé travailler en télétravail. Mais après que cette satanée pandémie sera passée, parce que oui, je vous l'affirme, elle va disparaître un de ces jours, il restera quelque chose. On n'aura pas que 16% des entreprises qui ont... Alors ça, c'est le chiffre français. Je ne connais pas le chiffre de tous les pays qui assistent. 16% seulement des entreprises avaient des accords de télétravail. Je vous parie, mais vraiment, j'en suis certain, que dans un an, ça sera 60 ou 70%. Et les entreprises qui n'auront pas d'accord de télétravail vont avoir des problèmes pour recruter. Imaginez-vous, dans un an, vous passez un entretien, 2 entretiens plus exactement, et vous avez 2 offres d'emploi, une où on vous dit vous avez autant de télétravail que vous voulez, vous organisez comme vous voulez, vous devez être là quelques jours par semaine, mais au-delà de ça, vous faites ce que vous voulez. Et l'autre entreprise, même boulot et compagnie, qui vous dit nous, le télétravail, on n'y croit pas, et vous n'en aurez pas, sauf exceptionnellement si jamais vraiment vous êtes obligé. Votre choix sera vite fait. Et en fait, les employeurs commencent à prendre conscience de ça. Le télétravail n'est absolument pas une option. Et en fait, je vais vous dire quelque chose. La crise que l'on vit, elle est dure. D'ailleurs, dites, si jamais vous vivez bien cette crise, enfin bien, autant que faire se peut, vous mettez un pouce. Si jamais vous vous sentez un peu moyen, mettez un petit bonhomme comme ça. Juste parce que je regarde le replay toujours à la fin, donc ça me donne vraiment des indications. Donc vous vivez bien la crise, vous faites comme ça, vous êtes dubitatif, vous faites comme ça. Donc je vous disais, cette crise-là, c'est la plus grosse crise que l'on connaisse depuis la Deuxième Guerre mondiale. Même la crise de 2008, c'était vraiment de la gnognotte. Et pourquoi? Parce qu'en 2008, ok, on a eu une crise financière gigantesque, mais dans notre quotidien, bon, ok, il y a eu un peu plus de chômage, etc. Mais dans notre quotidien, très concrètement, ça n'a rien changé. Et ça n'a pas touché le monde entier dans l'absolu. Là, on parle d'une crise qui touche le monde entier, même peut-être plus que la Deuxième Guerre mondiale. Et pour autant, quand vous regardez de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il est sorti? Alors là, je vais parler en tant que franco-français. Vous savez, pour les gens qui ne sont pas français, on a un système social extraordinaire, on a une sécurité sociale de dingue. Si on est au chômage, on est plutôt bien remboursé pendant 2 ans, voire 3 ans si on a plus de 50 ans. Bref, on a un système social génial. Et ce système social a été fait juste après la Deuxième Guerre mondiale. La France était tellement traumatisée par cette guerre qu'en fait, il y a eu une réaction par nos gouvernants pour amener du bien-être, littéralement, mais financier et aussi sanitaire, à la France. Je vous parie que de cette crise du corona, on va en sortir des belles choses. On va changer, je ne sais pas exactement comment ça sera, le monde dans 1 an ou dans 2 ans, enfin quand on ne parlera plus du tout du Covid, mais on en tirera des leçons parce que c'est traumatique. Personne n'échappe au corona, personne. Donc forcément, ça va changer notre point de vue sur certaines choses. Et pas uniquement dans le monde de l'entreprise, là je vous parle de façon plus globale, c'est quand même la première fois de l'histoire de l'humanité que l'humain passe devant l'économie. Enfin l'humanité, on va dire du monde moderne, donc post-19e siècle. Le commentaire suivant, c'est un commentaire de Sandrine qui dit « L'entreprise dans laquelle j'étais a directement basculé dans le télétravail durant le confinement, mais surtout cela a continué post-confinement. Une sorte d'équilibre a été trouvé. Il n'y aura sans doute pas de retour en arrière. En revanche, un accompagnement est vraiment nécessaire pour les managers comme pour les managers sur le plan matériel, comme sur le plan organisationnel. » Alors là, merci Sandrine pour ce commentaire, d'avoir dit sur le plan matériel et le plan organisationnel. Parce qu'en fait, le management à distance, on ne s'improvise pas. Alors, si vous avez un bon manager à distance, faites un point comme ça. Si jamais c'est moins le cas, vous faites comme ça. Sur l'interface LinkedIn, je ne sais pas si vous voyez le petit bonhomme rose et le pouce bleu comme ça. Et effectivement, il y a le côté purement, est-ce qu'il sait manager à distance? Alors, j'ai fait
des webconférences déjà sur le sujet. D'ailleurs, c'est dans 2 semaines, je fais une webconférence sur mon site web châtelainberry.fr sur le management à distance, pour donner les clés du management. Donc ça, c'est la première chose, savoir manager et apprendre. Et si vous êtes DRH ou si vous êtes directeur d'une entreprise ou directrice, s'il vous plaît, formez vos managers au management à distance. Ça prend pas des jours. Il faut quelques petits trucs. Par exemple, non, un manager ne doit pas être trop présent. Au dernier confinement, il y avait quand même un manager qui a fait cette chose incroyable de demander à son équipe d'être connecté à 8h30 du matin pour se déconnecter à 18h30, non-stop. Et il disait, vous allez voir, ça va être super sympa. On va être comme au bureau. On va être connecté en permanence. On va pouvoir s'interpeller quand on veut. C'est trop génial. Et ce sont des gens de l'équipe qui m'ont alerté et ils étaient traumatisés. Alors, si jamais il y en a qui pensent que ce manager est une bonne idée, ils font ça. Si jamais vous pensez que c'est une idée, comment vous dire poliment, pourrie, vous mettez un petit bonhomme comme ça sur l'interface LinkedIn. Donc, en fait, le management à distance, je crois que le grand secret, c'est d'augmenter la communication, de parler de plus en plus avec les équipes. Et si vous êtes manager, n'hésitez pas à solliciter votre manager pour dire comment ça se passe. Et c'est là où on va parler de la partie matérielle du travail à distance et du télétravail. En théorie, et je sais que c'est pas possible financièrement dans toutes les entreprises, mais il faut pas travailler sur un ordinateur portable pendant des semaines et des mois. Vous allez vous tuer les yeux, vous allez avoir les yeux rouges comme des tomates en fin de journée. Et vous avez de plus en plus d'entreprises qui donnent un budget pour acheter un grand écran que vous pouvez connecter à votre ordinateur portable. Une chose très importante, c'est il faut, et c'est là où le grand écran peut servir, que vous définissiez un seul endroit où vous télétravaillez. Par pitié, ne commencez pas votre journée de travail dans votre lit pour aller ensuite dans la cuisine, pour ensuite passer dans le salon, etc., etc. Trouvez un endroit où vous allez travailler véritablement. Le confinement et le télétravail, ça peut bien se vivre comme ça peut être mal géré et vous pouvez peut-être en souffrir. En fait, vous savez que j'ai entendu ce matin à la radio et je trouve ça scandaleux. Vous avez un grand groupe, alors malheureusement sur la radio ils n'ont pas donné le nom de ce groupe, qui ont dit à leurs salariés, écoutez, on refuse que vous soyez en total télétravail. Alors que c'est une demande du gouvernement français quand même de dire, vous n'allez pas travailler, vous êtes en télétravail. Et vous avez des entreprises qui disent non, nous, c'est maximum 2 jours, pas un plus. Et la raison donnée à ce salarié qui témoignait de façon anonyme, c'était de dire, mais parce que vous êtes quand même nettement moins productif en télétravail. C'est hallucinant. Il y a un truc qui est dingue, et ça, je pense que c'est lié, c'est une question de génération. Vous avez quand même encore des managers qui pensent que parce que vous êtes au travail, vous travaillez. Or, il y a une statistique que je répète souvent, un salarié, en moyenne par jour, quand il est en présentiel, va passer 1 heure par jour sur ses réseaux sociaux personnels, à regarder des vidéos de petits chats sur YouTube ou poker ses amis sur Facebook. Donc, ça ne veut pas dire, si on est au bureau, en présentiel, qu'on va forcément travailler. Il y a une autre étude qui est sortie. Là, je vais vous livrer un chiffre incroyable. C'est une étude anglaise qui a montré que sur une journée de travail de 8 heures, en moyenne, un salarié va travailler 2h53. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien pendant tout le reste du temps, mais du travail productif véritablement et pas virer ses spams, pas être à la cafétéria, papoter, essayer de se reconcentrer, etc., etc. Toutes les petites choses qui nous dérangent, le travail effectif par jour, c'est 2h53. C'est-à-dire que si vous vous mettiez chez vous en télétravail, hyper concentré, coupez le téléphone, coupez les mails, tout, eh bien, en 2h53, vous abatteriez le travail d'une journée entière. Donc, voilà, c'est ça qui compte. Et nous, en France, alors je ne sais pas comment c'est dans vos pays. Dites-moi d'ailleurs, celles et ceux qui n'habitent pas en France, mettez-le en commentaire si le présentéisme, c'est quelque chose qui existe dans votre pays. Le présentéisme, c'est voilà, si après-midi. Si ça existe chez vous également, écoutez, dites-le. Alors, le commentaire suivant, c'est un commentaire d'Olivier qui dit « N'oublions pas que les premiers services sont les actionnaires qui veulent un retour sur investissement rapide et non sur le long terme. On s'entend à rien ou peu à changer. »
Alors là, il y a 2 points sur ce commentaire. Alors vous voyez, je prends aussi les commentaires un peu négatifs ou agressifs quand ils sont intéressants. Et là, je le trouve intéressant pour 2 choses. J'ai jamais compris qu'on reproche à un actionnaire de vouloir rentabiliser son investissement. C'est le principe même du capitalisme. Donc oui, une entreprise, ça doit être rentable. Et vous savez pourquoi? Et ça, c'est depuis les théories du capitalisme du XVIIIe siècle. Si vous n'êtes pas rentable, vous ne pouvez pas payer les salaires. Vous ne pouvez pas investir. Vous ne pouvez pas développer l'entreprise. Donc c'est juste, oui, une entreprise qui perd de l'argent, à un moment, elle fait faillite et tout le monde se retrouve au chômage. Donc cette espèce de procès qu'on fait aux entreprises pour dire « Bouh, c'est mal, vous gagnez de l'argent », c'est stupide. Par contre, je ne dis pas qu'Olivier est stupide, je dis que sa réflexion, en tout cas les gens qui font cette réflexion, faudrait peut-être regarder un tout petit peu plus loin que le bout de son nez. Ensuite, la problématique, c'est effectivement la partie qui va aux actionnaires et la partie qui va dans l'investissement. Mais ça, c'est un autre débat. On ne peut pas demander à un actionnaire de gagner 0. C'est lui qui a investi dans la boîte. Bon, on règle ça. La deuxième chose, c'est, en gros, en 100 ans, rien ou peu n'a changé. Alors là, pardon, mais c'est une méconnaissance historique assez majeure. Comme je vous le disais, tout ce qui est sécurité sociale, ce genre de choses, ça a été créé après la Deuxième Guerre mondiale, il y a 100 ans, donc si on se met en 1920, juste pour rappel, début du XXe siècle, l'espérance de vie moyenne, c'était, alors je l'ai noté, 48 ans. Si on était né en 1900, notre espérance de vie nous menait jusqu'en 1948. Donc on ne peut pas dire que rien n'a changé. On a plus d'hygiène, on a une espérance de vie qui augmente. Donc si on a une espérance de vie qui augmente, c'est pas parce que on est traumatisé par les entreprises, c'est parce qu'on est mieux soigné, on est mieux éduqué. Bref, les gens qui disent c'était mieux avant, il faudrait regarder un petit peu dans les livres d'histoire pour constater que c'est pas vrai. Moi, je parlais avant qu'elle parte vers d'autres cieux avec ma grand-mère pour lui parler de mon enfance et de son enfance. Très honnêtement, mais pour rien au monde, j'aurais voulu avoir l'enfance de ma grand-mère qui était née en 1912. Elle a connu 2 guerres mondiales. Ses parents ont connu la guerre de 1870, 14-18, un des deux 39-40. Enfin, d'où on peut dire qu'avant c'était mieux. Est-ce qu'il y a encore des progrès à faire? Sans aucun doute. Il ne s'agit pas de dire que tout est rose, mais quand même, il faut relativiser. Tiens d'ailleurs, si vous pensez qu'avant c'était mieux, donc quand je parle du temps d'avant Deuxième Guerre mondiale, mettez un point si jamais vous êtes dubitatif, vous faites pas sûr. La question suivante, c'est une question, non, désolé, le commentaire suivant, c'est un commentaire d'Eric qui dit « Gaël Châtelain-Berry, concrètement, êtes-vous favorable à la démarche d'Airbnb qui oblige chaque salarié à se positionner éthiquement au prétexte d'une politique inclusive variante d'une oxymorique, alors je ne connais même pas le mot, discrimination positive. Alors, il y a un mot que je ne comprends pas, je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier dans le dictionnaire. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire oxymorique, je veux bien que vous le mettiez en commentaire. Plaisanterie mise à part, oui, je suis pour la discrimination positive. Et je vais vous donner un exemple. Sur l'égalité des salaires femmes-hommes, les premières lois, c'était dans les années 70. On va admettre qu'aujourd'hui, on en est très loin. On a encore plein de travail. Mais il y a 2 ans, il y a une loi qui est passée qui impose la publication de l'indice d'égalité professionnelle femmes-hommes. Ça, c'est en France. Donc, pour tous les autres, ça peut inspirer dans vos pays. Je sais qu'il y a des pays du Nord qui le font également. Et en fait, cet indice, il va de 0 à 100. Si vous êtes en dessous d'un certain niveau de mémoire, c'est 75%, vous allez avoir un contrôle approfondi. Et on va vous donner 1 an pour corriger cette inégalité entre les salaires, entre les femmes et les hommes. Mais c'est beaucoup plus large, c'est aussi en termes de nombre de managers, nombre de femmes présentes au conseil d'administration, etc., etc. Si vous êtes en dessous de 75%, vous avez 1 an pour apporter des corrections à ça. Et si jamais vous êtes encore l'année suivante en dessous de 75%, vous pouvez avoir une amende qui peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale globale. Donc, ce n'est pas vraiment de la discrimination positive avec des quotas, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Et je suis convaincu que les entreprises, pour les faire changer, pour qu'elles adoptent des comportements vertueux, il faut les menacer de taper au portefeuille. Si vous dites « ça serait bien que vous fassiez ça quand même », ça ne fonctionne pas. Le meilleur exemple qu'il y a pour nous, êtres humains, c'est la ceinture de sécurité. Avant 1974, en France, on n'avait pas à la mettre. Et il y a eu un nombre de morts incroyable. À un moment, le gouvernement a tapé du poing sur la table, a dit « si vous ne mettez pas votre ceinture de sécurité, vous avez une amende ».
Ça aura pris une génération, mais maintenant, je pense que ça viendrait à personne à l'idée de ma génération de conduire sans ceinture de sécurité, ou alors quelques exceptions. Mais je crois qu'à un moment, si on veut, on peut, mais il faut se donner les moyens. Et comment dire, je suis en train de relire la discrimination positive, je crois que c'est quelque chose de positif. Positif, qu'il faut mettre en place si on veut que les choses avancent vraiment. D'ailleurs, si jamais vous pensez que la discrimination positive, c'est-à-dire, par exemple, dire il faut tel pourcentage d'hommes et de femmes, tant de pourcentage de diversité en termes d'origine, tant de diversité, il y a d'inclusion, par exemple, tel pourcentage handicapé, si vous pensez que la discrimination positive, c'est une bonne chose, applaudissez avec le petit icône LinkedIn. Si vous êtes plus dubitatif, faites comme ça. Le commentaire suivant, c'est un commentaire de Marc. Gaël Châtelain-Berry, il ne faut donc pas s'attendre à autre chose à part d'une entreprise et ses logos à la mode sur les valeurs ne sont que de la poudre aux yeux. Alors, Marc n'aime pas visiblement le concept de valeur et pense que c'est la poudre aux yeux que les entreprises mettent. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe des entreprises à mission. Par exemple, Danone en est devenu une. Enfin, vous avez plein d'entreprises qui vont dire, nous, on se donne comme mission de faire du développement durable ou d'économiser de l'énergie, etc. Et ce n'est pas qu'une déclaration. Parce qu'en fait, il y a un système maintenant qui existe en France où vous allez avoir un comité indépendant qui va surveiller que l'entreprise fait vraiment ce qu'elle a dit. Et donc, il va y avoir un suivi. Et pareil, il peut y avoir des amendes si ce n'est pas suivi. Donc, c'est un engagement extrêmement fort. Donc, je crois profondément que les entreprises peuvent porter des valeurs. Et pour les jeunes générations, c'est absolument fondamental. Le commentaire suivant, c'est un commentaire de Frédéric qui dit « J'ose espérer que le point 2 ne tombe pas aux oubliettes. » Alors, pour rappel, le point 2, c'était ne pas s'occuper d'inclusion et d'égalité, sous les préoccupations de sortir de cette crise qui risque de durer fort longtemps. Alors, effectivement, là, le Covid est en train de repartir à la hausse de façon incroyable. Il y a de fortes chances qu'il y ait certains sujets qui soient un peu mis de côté pour l'instant. Mais je constate qu'il y a pas mal d'entreprises où il y a des personnes responsables, par exemple de l'inclusion, de la diversité, et ces personnes travaillent toujours, et leurs missions sont toujours là. Mais c'est vrai que quand vous êtes en période de crise économique, et notamment avec une augmentation du chômage, on fait moins attention à ces sujets. Donc, c'est charge à nous toutes et tous d'agir et de faire en sorte que ça disparaisse pas. Le dernier commentaire, c'est un commentaire de Fabien. C'est un commentaire que j'aime bien tellement il est simple. Il dit « Il faut aimer ses collaborateurs ». Ça semble idiot à dire, mais c'est vrai. J'ai été manager pendant plus de 20 ans et je dis pas que j'étais pote avec tous mes collaborateurs et collaboratrices. Il y en avait qui m'horripilaient, il y en avait qui me saoulaient, mais par principe, je les aimais. Le travail qu'ils faisaient, leur implication, leur motivation. Et donc, oui, il faut aimer ses collaborateurs. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, postez un petit cœur. Si jamais vous trouvez ça un peu tartignol, vous faites comme ça. Alors, pourquoi il faut aimer ses collaborateurs? Parce que je pense que c'est quand on aime véritablement quelqu'un qu'on y prête attention. Et je crois que l'entreprise de demain, c'est même pas je crois, j'en suis convaincu, l'entreprise de demain, c'est une entreprise qui fera attention à ses équipes, qui fera que le bien-être de chacun de ses collaborateurs et collaboratrices sera au taquet. Alors, écoutez, nous arrivons vers la fin. Il me reste quelques petits messages à vous passer. Alors, le premier d'entre eux, c'est l'article de demain. Alors, l'article de demain, c'est comment bien vivre votre confinement en 5 conseils. Donc, je sais qu'il y a des amis qui sont en Afrique et pas forcément confinés. Nos amis luxembourgeois, je ne crois pas que vous le soyez non plus, les Suisses non plus. Enfin, c'est un article qui s'adresse à ceux qui vont ou sont reconfinés. J'adore le dessin, l'illustration. Allez voir l'Instagram de l'illustrateur de mes articles depuis 3 semaines, un mois. Il s'appelle Julien Laurent. Allez voir son Instagram, il y a l'adresse qui s'inscrit. Il a un talent absolument de fou. Si vous voulez le recevoir, cet article, dès demain matin, vous pouvez vous inscrire gratuitement à ma newsletter, c'est www.gchatelain.com et vous verrez où ça se trouve. Alors, juste un truc, mon podcast Happy Work. Donc maintenant, il y a entre 4 et 5 épisodes par semaine. Et oui, je travaille de plus en plus. Mes petites nouveautés depuis 4 épisodes. Il y a la version vidéo sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Vous tapez Gaël Châtelain-Berry sur YouTube. Vous aurez tous mes podcasts.
Alors, les anciens seront uniquement en audio, mais tous les nouveaux sont en vidéo. Et dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de sujets pour les prochains podcasts de Happy Work, n'hésitez surtout pas à m'en envoyer. Vous pouvez m'envoyer des mails sur mon site, il n'y a aucun problème. Ensuite, les webconférences du mercredi. Le prochain mercredi, c'est comment gérer un collaborateur qui n'accepte pas votre autorité. Alors ça, c'est un cas qui s'est présenté plusieurs fois dans ma carrière. Donc, il y a un collaborateur, une collaboratrice qui dit non, mais moi, ce que tu dis, je m'en fous. J'ai pas besoin de toi. J'ai de l'expérience. J'ai pas besoin de toi. Moi, j'ai 10 ans de plus que toi. Je vois pas pourquoi je t'écouterais. Donc ça, c'est une webconférence qui va traiter de ce sujet. Et celle de la semaine suivante, c'est comment manager à distance. Donc ça, c'est pour les managers. N'hésitez pas à venir nombreux. J'avais déjà fait une webconférence sur le sujet, mais là, ça me semble important de la refaire parce qu'on est en deuxième phase de confinement. Donc c'est un peu plus, compliqué. Eh bien, écoutez, chers amis, nous arrivons vraiment à la fin. Donc, il est 17h28. Nous sommes lundi. Alors, pour les personnes qui regardent ça en différé, vous pouvez également, ça je le précise, dire où vous habitez. J'adore ça. Je montrerai en chaque début de webinaire, pardon. Ça y est, je bafouille, j'ai trop parlé. Je montrerai à chaque fois en début de webinaire le lieu où vous habitez, donc la map monde avec toutes les petites pointes rouges. N'hésitez surtout pas à partager cet épisode. N'hésitez pas à taguer vos amis pour qu'ils viennent. Faites plein de commentaires, likez. N'oubliez pas, demain matin, à 6h30 exactement, il y aura mon nouvel article qui sera envoyé aux abonnés de ma newsletter et il sera sur LinkedIn dès mercredi matin. Eh bien, écoutez, je vous remercie encore une fois extrêmement chaleureusement d'avoir été si nombreux ce lundi à 17h. Rendez-vous lundi prochain à 17h pour commenter vos commentaires sur l'article qui sera publié demain sur mon blog et après-demain sur LinkedIn. Ciao les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, celles et ceux qui sont en confinement, prenez soin de vous, celles et ceux qui ne le sont pas, prenez encore plus soin de vous. Et bien écoutez, ciao, à la prochaine, salut.